Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une vraie plongée dans les mots de la darija marocaine. Alors oui, on connaît les classiques, genre Tomobile, Kasrona, bon ça c'est évident, mais là notre mission c'est un peu différent. On va essayer de déterrer les origines, parfois vraiment surprenantes, de mots du quotidien. Et pour faire ça, on se base sur une étude étymologique, une sorte de travail de détective sur les mots, quoi. La darija, c'est ce carrefour linguistique incroyable, hein, un miroir de l'histoire marocaine. On y trouve des échos de l'époque pré-islamique, mais aussi des échanges bien plus récents. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'ils cachent ces mots qu'on utilise tous les jours? Oui, tout à fait. Et ce que l'étude montre bien, c'est que la darija, c'est pas juste un dialecte arabe, loin de là. C'est une langue qui a été façonnée par de multiples couches, en fait. La plus ancienne, et peut-être la plus fondamentale, c'est l'influence amazigh. Ah oui, Oui, et ça touche pas seulement le vocabulaire, ça va plus loin. La structure même de la langue, la phonologie, la conjugaison. Ce qui laisse penser, tu vois, qu'une base de population amazigh a adopté l'arabe, mais en y laissant une empreinte très forte. On estime qu'à peu près 10% du lexique viendrait de l'amazigh. d'accord. Et c'est pas seulement les noms d'animaux ou de plantes, j'imagine. Je pense à des mots comme twiza, Exactement. l'entraide communautaire. C'est fou qu'un terme comme ça, qui décrit une réalité sociale si forte, ait survécu. Sans doute parce qu'il n'y avait pas d'équivalent direct en arabe classique. Ou taoussa, la collecte collective. Précisément. C'est là qu'on voit comment des concepts sociologiques entiers sont absorbés par la langue. Et bien sûr, il y a les mots de la nature très présents. Mèche pour le chat, fécroune la tortue, hlouf le porc. Souvent, ils sont même préférés à leurs équivalents en arabe. Intéressant. Et puis, il y a des mots qu'on entend tout le temps. Walou, qui veut dire rien, ou arasa, pour d'accord. Ça vient directement de l'Amazie. Et même braya, la lettre, ça viendrait de tabra en Amazie. Incroyable. Alors, si l'Amazie, c'est un peu le socle, il y a d'autres influences qui ont laissé des marques bien visibles. L'ibérique, par exemple. Et là, franchement, il y a des glissements de sens qui sont assez dingues. L'étude parle de kumira pour la baguette. Comment on passe du verbe espagnol comer, manger, au nom du pain? Ah, ça, c'est un exemple parfait de ce qu'on appelle la métonymie. C'est quand on désigne une chose par un élément qui lui est associé. Ici, c'est l'action de manger qui finit par donner son nom à l'objet qu'on mange, le pain. C'est assez malin comme processus. Carrément. Un autre cas super intéressant, c'est ruina, la pagaille, le désordre. Bon, il y a un lien assez clair avec l'espagnol ruina, la ruine, mais l'étude suggère qu'il y a eu aussi comme un renforcement par une racine arabe locale, RWN, qui veut dire mêlée, une sorte de convergence, quoi. Deux origines qui se rejoignent. Une convergence linguistique, d'accord. Et le mot zoufri pour dire célibataire, apparemment ça viendrait du français ouvrier. Ça paraît pas évident du tout. Non, c'est vrai. Et c'est un glissement sociologique fascinant. Ça nous renvoie à l'histoire des travailleurs migrants, souvent des jeunes hommes qui arrivaient seuls en ville pour bosser. Leur statut, ouvrier, est devenu par extension un synonyme de célibataire, de celui qui est seul. Ah d'accord, je vois le lien maintenant. Et il faut pas oublier le portugais. C'est plus rare, mais il y a des traces comme Mgalifo, la fourchette qui vient de Garfo. C'est un peu un fossile linguistique qui nous rappelle les anciens comptoirs portugais sur la côte. Fascinant. Et au-delà des voisins immédiats, il y a des influences plus lointaines et peut-être plus surprenantes. Le turc, par exemple. Comment ça s'explique, ça? Le Maroc n'a jamais été intégré à l'Empire ottoman? Bah oui, c'est ça qui est intriguant. Ces mots sont probablement arrivés par des chemins détournés. Peut-être via l'Algérie ottomane, voisine, ou alors par le commerce en Méditerranée, les échanges culturels. On trouve des mots aussi courants que bzaf, beaucoup. Ça viendrait du turc guzaf. Bzaf vient du turc. Incroyable. Oui. Ou encore doré, qui veut dire droit, direct, mais aussi honnête. Ça viendrait de doru en turc. C'est fou quand on y pense. Et ça touche aussi des objets du quotidien, des ustensiles. Tout à fait. Signal, le grand plateau rond, tangera, la marmite, tapsil, l'assiette. Tout ça, ça a des origines turques probables. Ça montre bien comment la culture matérielle, les objets, peuvent voyager indépendamment des frontières politiques. Et pour finir, l'étude parle aussi du judéo-arabe marocain. C'est important de clarifier ce que c'est, non? Oui, absolument. Il faut bien comprendre que c'est un dialecte arabe à part entière. Il a évolué en parallèle de la darija au sein de la communauté juive. Ce n'est pas un mélange d'hébreu et d'arabe, hein. L'hébreu, c'était plutôt la langue sacrée, écrite. D'accord.
Donc évidemment, il y a une base commune énorme avec la darija, les salutations, slama, labas, même des mots comme halarouf, le porc qui est d'origine amazigh et qu'on retrouve dans les deux parlers. Mais le judéo-arabe a aussi ses mots spécifiques comme dafina, le plat traditionnel du sabbat, ou mella pour désigner le quartier juif. D'ailleurs, mella, c'est un terme qui est passé dans la toponymie marocaine générale. Oui, on le voit dans plusieurs villes. Exactement. Et la présence de mots d'origine araméenne comme targoum, la traduction de textes sacrés, ça montre aussi la profondeur historique de ce parler spécifique. Alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration? Que la darija, c'est vraiment cette mosaïque dont on parlait au début, en fait. Oui, Chaque mot peut être comme une petite capsule temporelle qui nous révèle des couches d'histoire. Des migrations, des adaptations super créatives, l'influence amazique fondamentale, les contacts ibériques, l'écho turc, et puis cette longue cohabitation judéo-arabe. C'est un véritable palimpseste vivant. c'est exactement ça. Cette plongée, même rapide, elle montre que derrière les mots qu'on croit les plus simples, les plus évidents, il peut y avoir une histoire incroyablement riche et complexe. Et au fond, ça soulève une question plus large, non? Laquelle? Bah, combien d'autres mots de notre quotidien, dans nos propres langues maternelles quelles qu'elles soient, sont en fait les témoins silencieux de rencontres, d'échanges, d'histoires qu'on a complètement oubliées. C'est une piste de réflexion assez fascinante, je trouve, à creuser pour soi-même.